Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information initiée par l'UNESCO depuis 2011 et relayée en République démocratique du Congo par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous concerne tous, les médias et les réseaux sociaux à l'ère de la désinformation. À l'ère où l'information circule à une vitesse vertigineuse, où rumeurs et fake news se propagent facilement, savoir décrypter, comprendre et utiliser l'information est devenu un véritable enjeu citoyen, particulièrement en Afrique et en République démocratique du Congo. Au cours de cette émission, nous poserons des bonnes questions. Comment les médias peuvent-ils éduquer sans ennuyer? Comment les réseaux sociaux peuvent-ils devenir des outils de connaissance plutôt que de désinformation? Quel rôle jouent les journalistes, l'État et les citoyens dans cette quête de vérité? Pour en parler avec nous sur ce plateau, deux éminents journalistes. Guy Chungu, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Fierté Didanga, bonjour et bienvenue. Merci Joe. D'entrée de jeu, quand on parle de l'éducation aux médias et à l'information, Guy Chungu, on parle de quoi exactement? Alors, on doit dire ici, d'abord et avant tout, c'est une démarche qu'il faut de prime abord saluer. Ici, à l'occasion de cette journée, il était intéressant de mener une étude d'évaluation sur comment aujourd'hui les réseaux sociaux et les médias contribuent à l'éducation de la masse, l'éducation de la société, l'éducation et même à l'information et aussi un peu plus à la formation. Parce que déjà s'il faut parler des médias, moi je vais prendre quelques canaux, la télé, la radio, pour ne pas parler des réseaux sociaux. Ils ont également pour mission de former, d'informer, de divertir. Et aujourd'hui, au regard de vices qui s'observent dans la société, et d'ailleurs, pour la plupart de ces vices, tirent origine plutôt de ces différents canaux précités, pourquoi ne pas évaluer et ressortir clairement la responsabilité sur ce qui sévit dans la société. Et donc la thématique telle que vous la présentez est une thématique qui nous permet justement à réfléchir quel sera ou quel est le rôle aujourd'hui de ces différents médias, quel est l'apport de ces médias, de ces canaux dans l'éducation. On ne parle pas seulement de l'éducation de l'élève, c'est vrai que nous sommes ministère de l'Éducation nationale, mais ici nous parlons de l'éducation d'une nation, de l'éducation d'une population, d'un peuple, l'éducation en termes de valeurs, en termes de citoyenneté, en termes de comportement à changer. Et la question, j'insiste et je souligne, de par cette thématique, c'est qu'est-ce qu'ils font, tous ces médias, pour changer et contribuer à l'éducation telle que voulue par la société ou dans la société. Et ma compréhension, s'il faut revenir pour donner plus de précisions à cette semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, ce qu'on doit comprendre, c'est quel est l'apport de médias dans l'éducation et même la formation de la masse. Pourquoi ne pas parler de la société? Donc, pourquoi ne pas parler de la société? Voilà. Fierté Dinanga, le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté vit cette semaine avec beaucoup d'engouement. Nous avons constaté de ça et là, au niveau de la ville, tout le monde en parlait, une grande sensibilisation déjà au niveau de la radio-télévision thématique de l'éducation. Il y a une grosse mobilisation pour que cette semaine soit une semaine assez particulière. Mais pourquoi cette ferveur? Et c'est quoi l'opportunité? S'il faut faire un état de lieu de la situation actuelle, pourquoi cette urgence de vouloir parler de l'éducation, sensibiliser autour de médias, autour des fake news, autour de la désinformation, autour de tout ce que nous postons sur la toile? Merci de la question, Joe Ilonga. Je pense qu'il est question ici de faire la rétrospection, faire l'introspection et la projection. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, nous avons dit que l'éducation nivelée vers les bas, l'éducation qui englobe, mais aussi la communication, l'information, la désinformation dont vous faites mention ici, tout ça font partie intégrante de l'éducation. Alors,
vous avez posé la question de savoir pourquoi cette ferveur. Je crois que il est tout simplement besoin de systématiser cette routine pour pouvoir contrôler qu'est-ce que la population doit consommer comme information. Ça veut dire qu'il y a d'une part ces acteurs des réseaux sociaux, d'une autre part les acteurs de la communication, les médias et consorts, qui jettent l'opprobre sur la structure des suivis, de la régulation. Pour dire que s'il y a la désinformation, s'il y a des mauvaises informations qui passent à la consommation du public, c'est que la faute revient à la régulation, donc les tutelles. Et aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est le besoin de pouvoir, en quelque sorte, rendre responsables ces consommateurs de l'information, mais aussi les producteurs et les divulgueurs. Au-delà de ça, scientifiquement et pédagogiquement, donner à réfléchir à ces derniers, pour leur tout simplement démontrer l'importance de l'information, mais aussi leur faire comprendre si c'est quoi l'information. Ici, nous avons les termes techniques en tant que journalistes, en tant qu'auxiliaires de la communication, qui nous permettent d'expliquer, mais les petits peuples veulent comprendre la communication et l'information de la bonne manière. C'est quoi l'information? C'est quoi la communication? C'est justement le fait de rendre public une action qui s'est passée dans un milieu isolé, le rendre public. C'est ça l'information. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons rendre cette information qui s'est passée à un milieu isolé? Est-ce que nous allons le faire pour empoisonner le public? Est-ce que nous allons le faire pour orienter? Alors, cet aspect pédagogique des choses, c'est ce qu'a pris le corps, le ministère de l'Éducation nationale, à travers cette semaine pédagogique, permettez la redondance, et cette pédagogie fera à ce que les Congolais, les consommateurs et les diffuseurs des informations puissent se recadrer pour pouvoir donner, mais évidemment, la bonne information à la population. Très bien. Guichon, je reviens vers vous parce que Fierté Dinanga parlait tout à l'heure de la régulation de l'État qui doit réguler le contenu. À la télévision, c'est assez facile, à la radio c'est assez simple, les médias traditionnels, nous savons comment ça peut se faire, mais dans les médias sociaux, les réseaux sociaux, sur la toile, est-ce que réguler au niveau de la toile ne serait pas un frein à la liberté d'expression? Non, mais écoutez, pour toute chose, il faut une régulation, sinon on sera dans un excès des ailes, on sera dans une sorte de libertinage. C'est tout à fait normal de réguler. C'est vrai que jusque-là, il y a encore quelques 2-3 aspects de la loi Mouyaya qui ne sont pas encore mis en musique, mais cette loi prévoit notamment la régulation de ces différents plateformes de diffusion. Je parle des sociaux. Il est tout à fait important de contrôler ce qui nous viennent de réseaux sociaux. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, cet excès des ailes, ces libertinages, et même ces débordements qui s'observent, vient simplement parce que la régulation pose encore problème. Et vous verrez que le mal est beaucoup plus de ce côté-là, puisqu'avec la radio et la télé, on sait voir quand même qu'il y a une possibilité de gérer, de faire le gendarme. Avec notamment le CESAC et d'autres structures qui suivent un peu. Mais du côté réseaux sociaux, ça pose encore problème. De ma maison, de mon salon, je peux me permettre de prendre une information sans contrôler, comme je le sens, comme je le veux, et diffuser, sans pour autant que je me fasse interpeller. Peut-être que l'interpellation peut venir en aval, mais déjà l'information court des sources. Et ici, pour nous, je vais un peu aller... je vais me permettre de compléter un peu ce qu'a dit Fierté Dinanga. Il ne suffit pas seulement pour nous, dans cette démarche, de sensibiliser les diffuseurs ou les journalistes. Non. Ici, l'idéal pour nous, c'est d'impliquer tout acteur. Parce qu'au fait, la désinformation, la mésinformation, les fake news ne viennent pas seulement de journalistes. Aujourd'hui, l'information n'est pas simplement utilisée ou diffusée par les journalistes. Nous en connaissons de ceux qui ne le sont pas, qui dans leur petit salon se permettent de diffuser et même d'emballer la toile. Vous verrez, alerte, alerte, urgent, urgent. Vous pouvez consulter l'histoire, ça nous vient de partout. Bokota, c'est pas nécessairement les journalistes qui le font. Aujourd'hui, c'est devenu un comportement qui prend corps au sein de la société.
Et pour pallier le problème, éradiquer le problème, il faut à tout prix impliquer tout le monde dans cette lutte, ce combat. Et c'est donc ça la mission essentielle du ministère de l'Éducation nationale, puisque nous sommes appelés à informer, à former, à divertir en tant que média. Je parle de la RT Éduc, mais en tant que ministère, nous sommes là pour contribuer à l'éducation de la population, même de toute la nation. Voilà pourquoi nous avons saisi l'occasion, puisqu'il s'agit d'une semaine mondiale, pourquoi n'est pas à notre niveau également organiser des émissions de sensibilisation, je souligne, je reviens sur le mot, des émissions pédagogiques, pour emprunter le mot de fierté d'Inanga, qui nous permettront justement de toucher et même d'arrêter l'hémorragie. Et de quelle manière les différents médias congolais pourraient-ils mieux contribuer à la formation citoyenne? Éduc TV le fait en tant que média de l'éducation qui a cette vocation, mais les autres médias, par exemple des médias de divertissement, des médias généralistes, vous en tant que professionnel chevronné dans ce métier, comment les autres médias, peu importe la thématique exploitée, comment ces médias peuvent contribuer à la formation citoyenne? Ça commence d'abord et avant tout par une prise de conscience. Ces médias doivent se mettre dans leur tête qu'il s'agit d'une question majeure d'intérêt national. Et quand il s'agit de la nation, nous mettons tout de côté. Aujourd'hui, la plupart des médias vont à la recherche du buzz et de la polémique. C'est ce qui est suivi aussi sur la toile. Et c'est le buzz et la polémique qui nous amènent vers la désinformation et les fake news. Parce que, au fait, je veux un buzz. Qu'est-ce que je fais? Je vois Fierté d'Inanga, ou pour ne pas le citer, je prends un des directeurs de la RT Éduc marcher avec une agent d'un département. Je me permets d'écrire une fausse information sur voilà ce que j'ai vu, je donne un sens en utilisant une désinformation. J'ai dit je les ai surpris bras dessous, bras dessus. Et un journaliste qui tombe dessus ne prend même pas le temps de vérifier. Pour lui, parce que être journaliste, c'est vrai, les médias vous en parlez. Moi, je vais descendre un peu plus bas. Parlons de journalistes, puisque les médias, c'est à dimension un peu générale. Parlons des journalistes. Être journaliste, c'est essentiellement répondre à la déontologie. Lorsqu'une information vous arrive, c'est vrai que l'information brûle le doigt. Brûle au doigt, les informations doivent être aussitôt relayées, mais il y a une façon de faire. Vous devez prendre le temps de vérifier d'authenticité ou vérifier l'authenticité de cette information, la source, notamment le reste. Si vous passez votre temps aussitôt reçu, aussitôt diffusé, vous allez diffuser de fausseté. Et ça, c'est un problème. Donc, tous ces médias doivent prendre conscience du fait qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. Ils doivent s'impliquer, ils doivent se mettre dans la sensibilisation. Alors, s'il faut se permettre de le dire, sont-ils combien ces médias qui aujourd'hui sont dans cette façon de faire? Peu. Parce qu'au fait, lorsqu'on fait les choses dans les normes, ça rapporte pas assez. Aujourd'hui, si vous voulez gagner l'audimat, il faut aller sur du sensationnel. Il faut rentrer, aller sur du sensationnel. Il faut faire la polémique. Il faut associer le buzz. Il faut associer la désinformation, le fake news. Voilà pourquoi vous allez constater aujourd'hui, même le métier a perdu toute sa valeur. Le commun des mortels disent que l'information éducative ennuie. Est-ce que c'est possible d'informer de manière éducative sans ennuyer? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que oui, c'est possible, puisque nous le faisons depuis des années. Bien sûr que c'est possible, puisque nous avons même des télévisions thématiques de l'éducation qui existent au-delà d'Éduc TV, qui est la première, qui est au-delà d'Éduc TV. Laissez-moi prêcher pour notre propre chapelle. Au-delà d'Éduc TV, qui est la première au niveau de l'Afrique centrale, il y en a ailleurs des télés thématiques de l'éducation qui éduquent sans ennuyer. Ici, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce que la population accorde intérêt aux questions d'éducation? Ce n'est pas nécessairement ce que nous devons faire comme travail. C'est plutôt ce que les autres pensent de ce qui est fait et l'intérêt qu'ils accordent à ce que nous faisons. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas contester, en tout cas,
même si vous ne mettez pas de lunettes, vous ne pouvez pas contester la redynamisation de l'administration, avec notamment le travail qui s'est fait de communication au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On dit autre temps, autre mœurs, mais aujourd'hui, on peut sentir qu'il y a un intérêt capital, surtout avec la nouvelle dénomination ministère de l'Éducation nationale et une nouvelle citoyenneté. Toutes les actions, ou quasiment presque, sont orientées vers le changement de mentalité du Congolais, le retour vers les valeurs. Ça, c'est fait. Mais est-ce que ceux-là, qui sont pour nous des cibles, acceptent ces changements, intègrent ces changements, s'approprient même ces changements? C'est la grande question. Donc pour moi, à ce niveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Le travail des journalistes, oui, ils peuvent le faire, ils peuvent contribuer, ils doivent en principe mettre la main à la pâte, parce qu'il s'agit d'une sensibilisation, et on ne peut que sensibiliser à travers les canaux reconnus, la télé, la radio ou les sociaux. C'est question de prendre conscience qu'il s'agit de la nation. Ferté Dinanga, on va parler de la loi, parce qu'il existe en République démocratique du Congo une loi sur le numérique, qui ne te permet pas de faire du n'importe quoi. Gichungo a parlé tout à l'heure du sensationnel, quelqu'un qui se réveille, qui tombe sur une information, qui voit quelque chose, sans une vérification préalable, l'invente, on le remarque. Je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes un témoin vivant des différents dérapages, non seulement des journalistes, mais aussi des différentes personnes que nous avons autour de nous dans la société. Alors, la loi, est-ce que l'applicabilité aujourd'hui pose problème? Merci Joe Ilonga, je serai très direct sur cette question. Le Congo ou les secteurs du numérique n'a pas besoin de loi, parce que nous les avons déjà. Il existe une loi sur le numérique. Voilà. La loi prévoit ça notamment. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de l'applicabilité qui relève tout simplement de cet absentéisme de l'État. Ça, il faut qu'on se le dise. Et aujourd'hui, Joe Ilonga, il y a un tout dans ces secteurs. On parle... Quand est-ce que l'on parle de l'information? C'est parce que les faits sont collectés, traités et diffusés. L'info devient à la diffusion. Ça veut dire que ce qui est diffusé est déjà toiletté, jaugé et aussi prêt à la consommation. Mais par l'absence de loi, l'absence de l'application de loi, l'absence de suivi, on peut prendre n'importe quel fait et le rendre public. Un mal communément répandu et accepté devient une règle dans un secteur qui devait être vraiment orienté. Mais aujourd'hui, au regard de tout ça, la MINETA à l'éducation nationale s'est mis debout pour essayer de recadrer. D'abord, gréver l'abcès et sonder la profondeur pour monter en la hauteur. Vous voulez parler du ministère de l'Éducation nationale? Exactement. Pour ne pas personnaliser le débat. Exactement, je parle du ministère, mais animé par une personnalité. Et donc, aujourd'hui, nous devrons comprendre que c'est une action concomitante. Ça ne devrait pas être seulement l'affaire du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Information et de la Communication devait prendre le relais. Bien évidemment, ça veut dire qu'elle donne l'intonation. Mais comme c'est un travail qui devrait se faire en série, il y a les ministères du numérique, les ministères de la communication, mais aussi le ministère de l'Intérieur aussi, parce qu'il y a le suivi, c'est vraiment une action en série. Et ici, chez nous, nous sommes habitués au sensationnel, au système vraiment épidermique où on ne comprend pas qui doit faire quoi. Il faut sépariser la responsabilité dans une action public qui va à l'intérêt du peuple. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs de ce secteur, nous disons bravo à l'action du ministère de l'Éducation nationale, pour ne pas citer celle qui dirige, mais nous demandons que tout le monde mette la main à la pâte. Parce que les lois existent, mais il faut l'applicabilité. Ce code numérique, c'est quelque chose qui devrait être systématisé. Pour que parce que nous avons vu que dans les secteurs de la télévision et la radio, il y a quand même des méthodes à pouvoir réorienter un tant soit peu les choses. Mais est-ce qu'il n'y aura pas contradiction? Parce qu'on parle aujourd'hui de la dépénalisation des délits de presse. Mais est-ce qu'un journaliste qui passe une fausse information sur la toile, sur Gichungo par exemple, et qu'il se décide, il est dans son droit de saisir la justice conformément aux lois de la République, est-ce qu'il n'y aura pas conflit?
Alors que le journaliste milite pour la dépénalisation des délits de presse. Non, je suis tout à fait d'accord. La question, elle est très bien posée. Cette question nous ramène toujours à cet état gendarme, à une règle, au respect de loi. Monsieur Guy Chungu a dit tout à l'heure que les journalistes devraient avoir une conscience collective pour pouvoir rendre la bonne information. Malheureusement, ces derniers n'ont pas cette conscience. La plupart vous diront, mais l'État ne fait rien. Là où l'État n'a pas réglementé, tout est permis. Là où la loi n'a pas réglementé, tout est permis. Ça veut dire qu'ici, au-delà de tout, l'encadrement, l'orientation, l'équilibre même de cette matière revient à l'État congolais. Donc il n'est pas seulement cette méthode répressive, mais il y a aussi le suivi et l'orientation. L'État se caractérise par trois faits. D'abord, l'interpellation, la prévention et la sanction. Mais dans ce secteur de la communication, qui aujourd'hui regorge beaucoup de brebis galeuses, il faut qu'on se le dise. Il y a beaucoup de, même ceux qui se disent professionnels, ne comprennent plus rien le professionnalisme et ils ne savent même pas se mettre à la tâche. Mais aujourd'hui, l'État devrait aider ceux qui sont encore professionnels pour que ces derniers redonnent la file à ceux qui aspirent. Parce qu'aujourd'hui, moi et vous, nous savons que si on parle de la désinformation, les premières à désinformer sont les journalistes. Pourquoi? Parce que le domaine s'est fondu dans une précarité, à la mesure où c'est l'argent par-dessus tout. Il faut qu'on en parle, parce que cette émission est vraiment pédagogique. Parce qu'on sait que si je tire sur tel ou tel, téléphoner, voilà, avec quelques billets verts, l'information. Voilà. Et donc, nous allons nous apaisantir pour solutionner cela sur le code numérique et sur les règles. Parce que le numérique, dans d'autres pays, lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas prêt à la consommation par rapport à leur système établi, vous le publiez et le système vous bloque. Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire cela? Surtout pour les sociaux. C'est faisable. Voilà, et voilà pourquoi nous disons à ceux journalistes qui ont encore la conscience patriotique, qui ont encore l'air moral à pouvoir servir la République, nous leur demandons de faire mieux. Mais à ceux qui attendent la bonne foi évoquée par M. Chungu sur ce plateau, nous leur disons, non. Nous n'avons pas besoin que ces derniers aient la bonne foi. Nous avons besoin que ces derniers s'incorporent et s'insèrent dans la logique de l'éducation. Ici, on nous a dit que l'État congolais, son état de l'éducation nivelé vers les bas. Ce sont des constats que nous faisons. Mais pour relever les défis, c'est la contribution de tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous. Guy Chungu, comment trouver l'équilibre entre la dépénalisation des délits de presse et la loi sur le numérique, évoquée même dans la loi Mouyaya? Comment trouver cet équilibre? Moi, je vais vous amener dans une sorte de définition des concepts. Il faudrait qu'on reste sur le principe de la thématique. Votre question est assez claire. Dépénaliser ne veut pas dire être au-dessus de la loi. Très bien. Dépénaliser ne veut pas dire publier n'importe quoi. Même si la loi parle d'une dépénalisation des délits de presse, on est d'accord. Puisqu'on doit dire, ça nous renvoie un tout petit peu à la liberté que doivent avoir les journalistes dans leur publication. Parce qu'aujourd'hui, on doit dire qu'il y a tellement de contraintes qui ne permettent pas aux journalistes de publier la bonne information. Ici, ce qu'il faut faire, c'est militer pour que la bonne information ne soit pas offusquée par les contraintes, je sais pas moi, judiciaires ou que sais-je encore. Mais ça n'a rien à voir avec n'importe quoi qui doit être retrouvé sur la place publique. Dans la logique de dans l'esprit de la journée, de la semaine même mondiale ici, on ne parle pas de délit. On parle plutôt du rôle que chacun doit jouer pour canaliser la bonne information afin de réduire les dégâts dans la société. Écoutez, Joe Ilonga, moi je vais vous lancer dans un exercice simple. Vous avez suivi avec nous ce qui s'est passé après la tentative de prise, c'est pas moi, la banque Robank. Ici à Kinshasa. Oui. Juste après, vous avez vu, il y a eu la dame qui s'est fait appréhender et aussitôt après, il y a des vidéos qui ont été diffusées. Des vidéos qui touchent à la sensibilité. Il s'agit d'une femme
je ne vais pas dans le sens de soutenir ce qu'elle a fait, puisque dévaliser, enfin le mot arrive, dévaliser une banque, c'est quand même pas encouragé. Mais voir une dame être victime, d'une sorte de, comment je veux le dire, d'acharnement en diffusant ces vidéos intimes et en les relayant sur les différentes plateformes. Que la loi dit c'est un problème. Alors là, vous allez vraiment me parler des délits de presse à dépénaliser pour ce cas-là. Non. Ici, on parle du comportement qui doit changer. La gestion de l'information qui doit changer. L'intérêt accordé à la gestion de cette information. Le rôle de tout un chacun dans la gestion de l'information. Je vais vous parler de quelques petits détails que j'ai préparés vite fait. Lorsque quelqu'un se tient devant son téléphone ou devant son micro pour parler de journaliste, ou encore devant, je sais pas moi, son dictaphone pour parler de la radio, ou que sais-je encore, mettant tous les canaux de diffusion. Est-ce que les gens qui détiennent l'information, peu importe la nature de cette information, elle peut être fake news, c'est une information aussi, mais qui rentre dans une désinformation, ça pousse à réfléchir, parce qu'il faut commencer à définir les concepts. Qu'est-ce qu'on appelle désinformation et fake news? Mais moi, je vais aller avec un exemple. Lorsque vous détenez une information, prenons ça de manière stricte, détenez une information. Quelles sont les questions que vous vous posez avant de les mettre sur la place publique? Est-ce que vous vous posez toujours les bonnes questions? Est-ce qu'on vérifie même la source? C'est la grande question qu'il faut poser à ceux qui nous suivent. Et ça devait être le comportement de chacun d'entre nous ici. Est-ce que l'école, aujourd'hui, ne doit pas former les enfants dans le traitement de l'information? J'ai fini. Du jour où on détient une information, aussitôt que l'information arrive, le réflexe, tout de suite, c'est de partager. J'ai même vu quelqu'un partager une information qui parlait de lui sans qu'il le sache. Parce qu'il n'a pas eu même le temps de lire. Et l'information, c'était quoi? Au début, c'était les accessoires. On s'en racontait un peu de tout. Mais dedans, c'était lui qui était visé. Et il partage, il prend son répertoire et il envoie à tout son répertoire. Mais les gens disent, mais t'es pas sérieux. Il s'agit de toi. Et le temps de revenir pour feuilleter, c'était tard. Corriger, c'était tard. Parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. C'est devenu un réflexe. Quand quelqu'un tombe sur quelque chose, moi j'ai vu des gens mourir, agoniser. J'ai vu des gens en situation difficile. Au lieu qu'on leur vienne en aide, on passe le temps à filmer. Et dès qu'on filme, on partage. Et puis vous verrez quelqu'un en train de parler de la mort d'une personne avec autant de légèreté. Tapoter. Non, mais franchement, on est... Le fameux langage des TikTok. Alors, moi, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, je vais regarder ma caméra, elle est juste là. Voici les quelques questions à se poser. En tout cas, le peu qu'on puisse faire pour accompagner un peu l'esprit de cette semaine de sensibilisation autour de l'information. Qu'est-ce que nous devons faire? Qui a partagé cette information? Elle nous est arrivée, bien sûr, mais c'est qui l'a partagée? Je donne l'exemple d'une information. On est en guerre en ce moment avec la situation dans l'Est qui déstabilise un peu, vous le savez, l'économie nationale et même le reste. Il y a des élèves qui en souffrent. Bien sûr. Les enseignants également. Et les enseignants également qui en pâtissent. Alors, vous tombez sur une information, excusez-moi, qui nous vient du Rwanda. Je le dis comme ça en passant. Où une messe s'est mise à monter 2-3 choses pour déstabiliser le ministère. On prend une photo d'un élève capturé il y a 20 ans. On fait un peu du Photoshop, on l'actualise, on conditionne, et puis on met sur la toile. On dit un élève... je vais raconter n'importe quoi. Un élève de 6e humanité ou de 7e humanité, avec la réforme, c'est 7e et 8e. Un élève de 8e qui ne sait
voilà, qui ne sait pas écrire une phrase. Je raconte n'importe quoi. Mais tout a été monté. Et ça vous arrive. Qu'est-ce que vous faites aussitôt? Vous ne partagez pas. Cherchez à identifier le destinataire. Non, l'expéditeur. Qui l'a envoyé? La source de provenance. La source. En identifiant la source, vous pouvez même identifier l'intention de celui qui l'a envoyé. Moi, je suis en guerre contre vous. Je vois quelqu'un m'amener une photo. Directeur, regardez, Monsieur Chungu, on vient de publier quelque chose contre vous. J'ai dit, ça vient d'où? Non, moi je l'ai eu entre les mains de Joe Ilonga. Je comprends. Vous comprenez l'intention? Parce que on a déjà des antécédents. Donc, si on commence dorénavant à se poser des bonnes questions, notamment qui a partagé l'information. Deuxième question, quelle est la source? Provenance de cette voilà. information. Je sais que c'est elle qui a partagé, mais sa source, ça vient d'où? Il a partagé, oui, mais ça lui vient d'où? Deuxième question, d'où provient l'information? Vous comprenez, ça converge un peu. Je connais la source, mais cette information vient de qui? Plus loin, pourquoi désire-t-il que je le partage? Et pourquoi je désire le partager, moi? Si on parle de la mort d'un agent, si on parle, je donne un autre exemple. Madame Elombe nous a quittés. Paix à son âme. Elle nous a toujours accompagnés, elle était là et tout. Aujourd'hui, si je dois partager une information qui parle en mal d'elle, quel est le désir que j'ai en le faisant? Parce que ça se raconte un peu de trop autour de sa mort. Il y a des choses qui se disent, il y a même certaines personnes qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Mais lorsque cette information m'arrive, quel est le désir que j'ai en la partageant? Qu'est-ce que je gagne? Et la dernière question qu'il faut se poser, à quand cette information a été publiée? Parce que ça peut être, je l'ai dit ici, une vieille information qu'on actualise. Ça peut être l'IA. Aujourd'hui, l'IA nous fait voir des miracles. On peut vous amener au Canada et pourtant vous y êtes jamais parti. Moi, j'ai vu quelqu'un simuler un mariage grâce à l'IA. Il prend Beyoncé et lui, dans une église, mariage. Est-ce que l'école devrait-elle, dès le primaire, commencer à apprendre aux enfants comment vérifier l'information? L'école devrait apprendre aux enfants les notions essentielles pour que lorsque l'information arrive, qu'elle soit pas mal canalisée. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand un enfant se pose les bonnes questions, elle ne diffuse pas n'importe quoi. L'école devrait apprendre aux enfants de bien se tenir face à certaines informations. Toutes ces questions évoquées, notamment, ça doit rester dans le subconscient des élèves. Et dans le changement des mentalités, je pense qu'avec la campagne initiée par le ministère, vous avez vu tout ce qui était là à dire, je jure, c'est pas de fait insolite. C'est-à-dire dans l'esprit de tout ce qui a été produit par le ministère aujourd'hui, il y a un engagement qui doit être pris par la société, par les citoyens congolais. Un engagement pour dire, je ne parlerai jamais au mal de mon propre pays. Moi, je connais des gens qui, même lorsque ça ne va pas, je donne l'exemple du Rwanda. Je suis allé plus d'une fois au Rwanda. C'est difficile de voir un Rwandais parler au mal de son propre pays. Même lorsque ça ne va pas. Bon, c'est vrai que là-bas, il y a un peu de la dictature. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a quand même un côté positif. C'est-à-dire que les gens sont formatés, ils sont sensibilisés dans le sens de mettre l'intérêt de la patrie en première position. On voit des gens relayer les histoires de nos Nous avons entendu ici les autorités responsables dire le Congo n'a pas de chance. Mboko Erobongate. Vous souhaitez le malheur à votre propre pays. Quand vous, déjà, qui avez plus de 40 ans, vous avez occupé de hautes fonctions dans ces pays, vous vous permettez de parler au mal de votre propre pays. Et ceux qui viennent après vous, quel message vous relayez à ces enfants? Donc, moi, je pense qu'ici, ce qui est important, c'est de savoir quoi faire et comment se tenir.
Fierté Dinanga, on va parler aujourd'hui, comme on est en train d'aborder la thématique autour des réseaux sociaux, des fake news, mais il y a un autre type de métier qui a vu le jour avec l'expansion des réseaux sociaux, les influenceurs. On en compte par millions, suivez mon regard. Il y en a de toutes les catégories. Il y a certains qui sont influenceurs dans le secteur de l'éducation, d'autres dans le secteur sportif, d'autres dans le secteur artistique ou culturel, et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas de concurrents directs aux journalistes aujourd'hui, ces influenceurs? Parce que c'est des gens qui sont suivis par des milliers de personnes. Leurs paroles pèsent. Ça vaut de l'or. Non, mais la question, elle est bonne posée. Sur le journalisme reste un métier pour lesquels les gens ont sacrifié les années d'études, les temps, mais aussi ce qu'ils avaient de meilleur pour en avoir qualité. Alors, dire que ces derniers deviennent à la concurrence, d'une part, oui, pourquoi? Par la consommation ou l'acceptabilité du public. Les gens aiment suivre. Les gens aiment ce qui n'a pas de valeur. Les gens le consomment plus vite. Mais il faut aussi interroger, parce que parmi les personnes qui détruisent la communication et qui sapent sur la citoyenneté, les valeurs citoyennes, c'est aussi ces soi-disant influenceurs. Tapoter. Ils tapotent même sous la mort des gens. On l'a dit ici. On a parlé de la désinformation et le directeur a tout de suite posé 4 questions. Ça me donne du coup à réfléchir sur les cas échéants qu'il a évoqués. La dame qui a qui a tenté de dévaliser la banque. Mais regarde la désinformation là où elle prend sa place. On nous dit qu'il a été appréhendé. Nous avons vu même les procès. Mais sur la toile et d'autres médias diffusent une information selon laquelle, par le fait que les institutions ont démotivé cette pratique de la mettre à nu devant les gens et condamné les militaires qui l'ont fait. Et la désinformation monte sur la toile pour nous dire qu'elle a été libérée, sanctifiée de ces faits de braquage. Elle a pris l'avion, ou elle prendrait l'avion pour aller chez elle tout en paix en une personne libre. Nous avons tous vu ça depuis hier. Mais écoutez, mais ça c'est la désinformation pure et simple. Et la bonne information devrait prendre le dessus par ceux qui gardent encore le côté professionnel. Mais désolamment, c'est les influenceurs dont vous faites mention ici, qui prennent cette... Pas eux tous. Vous avez quand même Guichon qui est aussi un influenceur. Non, attention. Attention, il y a une nuance. Ici, nous avons dit que nous sommes une chaîne pédagogique et nous sommes en train de travailler sur la pédagogie pour recadrer l'information afin que le consommateur ait la bonne information. Lorsque vous dites qu'il est influenceur, oui, j'accepte, mais il n'est pas influenceur des réseaux sociaux. C'est un influenceur positif, si je dois le dire. Ne devons-nous pas redéfinir le concept d'influenceur? Voilà, c'est là où j'étais en train d'en arriver. Il est influenceur positif parce que ses actions sont liées à la pédagogie, et la pédagogie qui est justement la garantie de l'avenir des générations montantes. Mais écoutez, quand on parle de cette influence, c'est là où il faut qu'on établisse une disparité des faits ou des responsabilités dans l'influence. Lorsque vous dites que quelqu'un est influenceur, interrogez son domaine d'influence. Il est de quelle formation? Et il impacte sur quelle réalité sociale? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, une personne peut influencer pour que les femmes bombent les seins. Permettez-moi, nous sommes dans la pédagogie. Vous nous dites que les femmes qui ont des petites poitrines, ces derniers ne méritent pas la vie. Il faut que toutes les femmes aillent faire des massages et bombent les poitrines pour être désirées par les hommes. Et ça, c'est un influenceur ou c'est une influenceuse? Ce sont des questions que les gens se posent. Oui, qui influencent au mal, justement. Bon, il influence un mal. Ouais. Voilà pourquoi je vais plus loin pour établir cette différence. Il y a ceux qui influencent en mal et ceux qui influencent pour l'avenir de la République. Mais si l'on devrait réguler ces secteurs, je l'ai dit d'entrée de jeu, la personne qui devrait nous permettre pour qu'on sache qui est le bon influenceur et le mauvais, c'est la loi. La loi, ce côté de la loi, la sanction,
l'État congolais ne devrait pas être un tout petit peu absent. Nous parlons de la restauration de l'autorité de l'État. Cela ne devrait pas choisir les secteurs, je suis désolé. Surtout ce secteur de la communication et de l'information tient en état la vie nationale. Il y a des exemples qui sont légion. Les gens ont utilisé les canaux des réseaux sociaux qui ont influencé même les acteurs politiques majeurs dans ce pays pour diffamer sur l'armée, diffamer sur la politique interne, parce qu'il y a certains influenceurs des réseaux sociaux qui nous mettent des poisons communicationnels. Très bien. Et ici, vous allez voir que quand ils mettent cela, ceux qui font le relais de ces derniers, ce sont ce qu'on appelle influenceurs, qui n'ont pas suivi les règles préétablies ici. Ces 5 ou ces 6 questions que nous sommes posées ici. D'où vient l'information? Qu'est-ce que ça va me faire pour diffuser cette information? Qu'est-ce que je gagne? C'est quoi la source? Et tout ça, c'est un tout. Je ne saurais clore cette tranche de parole sans pour autant m'incliner sur l'importance de cette dame qui est décédée. Elombe qui était une amie à moi, qui est partie aujourd'hui et que les cœurs sont brisés. Mais vous allez voir l'influenceur des réseaux sociaux qui se permet de cracher sur une mort. Et dès son vivant, Elombe n'était pas influenceuse du mal. Elle a travaillé pour les enfants, pour l'éducation, pour même cette communication dont question. Parce que quand elle donnait, vous avez posé la question de savoir est-ce que l'école pouvait donner aux élèves des méthodes pour pouvoir vérifier une information. Voilà, ces méthodes qui reviennent à ces 6 questions, qui s'appellent tout simplement l'intelligence des situations. L'intelligence des situations, c'est la compréhension, la lecture, l'adaptation. Lorsqu'on sait s'adapter, on ne peut pas accepter n'importe quelle information qui nous advienne et on la publie, on la partage directement. Il est justement demandé que l'État congolais rejoue son rôle pour pouvoir tracer les chemins pour tout le monde, afin que tout le monde fasse un travail qui va profiter à l'éducation de nos générations montantes. Très bien. Gichungu, nous allons clore le premier numéro de cette semaine, parce que tous les jours, durant toute cette semaine, il y aura des numéros spéciaux, des plateaux spéciaux pour pouvoir aborder différentes thématiques autour de la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui, en gros, avec cette première thématique que nous avons mise en avant, les médias et les réseaux sociaux à l'ère de la désinformation? Alors, je vais me permettre d'être un peu plus bref en m'adressant à tous ceux qui nous suivent. Comme Joe vient de le dire, c'est toute une série. Donc, toute la semaine, Éduc va devoir accompagner, vous accompagner en vous donnant ce qui est bon pour cette sensibilisation lancée. Le ministère de l'Éducation nationale sera très impliqué aussi, l'a toujours d'ailleurs été. L'idéal pour nous, c'est de demander à tous ceux qui sont acteurs de mettre la main à la pâte. Parce qu'au fait, aujourd'hui, le pouvoir ou la puissance d'une information, c'est plutôt ce qu'elle est capable de faire. Très bien. On peut tout dire lorsqu'une information sait changer les mentales et le comportement des acteurs ou de la cible en face. Lorsqu'il y a un stimulus et une réaction, c'est à ce moment-là qu'on évalue et on peut jauger la puissance d'une information. Et alors nous qui sommes exposés à ces informations, qu'est-ce que nous faisons de toutes ces informations qui nous arrivent? Évitons de tomber dans la désinformation. Beaucoup se poseront la question, c'est quoi la désinformation? Je vais y aller vite, j'ai appris quand même quelques petites définitions. La désinformation est la diffusion intentionnelle d'informations fausses ou trompeuses visant à manipuler l'opinion publique, s'aimer les doutes et influencer le comportement et des décisions collectives. Je l'ai dit avec nos mots. Donc, toute fois que vous vous retrouverez devant des informations, ayez le temps de vérifier. Du moment où elles s'avèrent fausses, ne publiez pas. Parce que la mission des informations, c'est d'impacter et de changer le comportement collectif. Donc, si vous êtes déjà devant une information, après l'avoir sourcée, vous savez qu'elle est fausse, ne publiez pas. Très bien.
J'ai vu des gens publier des informations sur notamment... combien de fois on a déjà tué les gens ici sans qu'ils soient morts? Plusieurs. Même des artistes, comédiens, musiciens. Nayoki Akoufi. Akoufi, oui, Akoufi. Et puis c'est relayé. Et le mort vient faire un démenti. Donc, soyons un peu plus conscients. Soyons un peu plus conscients. Soyons responsables. Évitons de publier tout et n'importe quoi, parce qu'il s'agit de nous avant tout. Il s'agit d'une nation à sauver. Ces comportements qui s'est ancré aujourd'hui, pour parler de notre pays, peut-être changer, mais seulement si chacun de nous prend conscience, parce que nous avons derrière nous une génération à sauver. Voilà un peu. Allez, ainsi s'achève cette émission spéciale consacrée à la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Ici, nous sommes à la radio-télévision thématique de l'éducation, radio et télévision avec pour vocation former le citoyen de demain. Nous l'avons compris, dans un monde saturé d'informations, s'éduquer aux médias, c'est avant tout apprendre à penser par soi-même, à vérifier avant de partager et à communiquer avec responsabilité. Les écoles, les médias, les journalistes et les citoyens ont tous un rôle à jouer pour bâtir une société mieux informée, plus critique et plus solidaire. Merci à mes deux invités pour la disponibilité. Comme je le dis tout à l'heure, c'est une série d'émissions que nous ouvrons durant toute cette semaine. Pas seulement avec nous. Bien sûr. En tout cas, vous allez devoir découvrir plusieurs visages des différentes célébrités de la radio-télévision thématique de l'éducation qui vont défiler avec différentes thématiques, bien sûr, pour pouvoir parler et sensibiliser la population. Merci Fierté Didanga. Merci Chungu. Merci à toute la partie technique ainsi que l'équipe rédactionnelle. On se donne rendez-vous demain pour un autre plateau spécial, toujours à l'occasion de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Bye bye.